qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu 100 paysages. Ulysse, c'est l'incarnation des sables d'Olonne. Les sables d'Olonne, c'est la terre des aventuriers de la mer, de tous ces marins qui osent, qui risquent, qui partent avec, chevillé au corps, l'espoir de mieux y revenir. Eh, moi aussi, Ulysse, je fais mon odyssée. À toute berzingue, 15 ans pour parcourir la France. Oui, je sais, c'est moins risqué, mais on n'a pas les mêmes capacités, chacun son physique. Ulysse. Les sables d'Olonne durant l'Antiquité, c'est du sable justement. Du sable, du sel et des petits îlots. On est entre terre et mer ici. Et au 1er siècle avant notre ère, une puissante tribu celte alliée des Romains, les Pictons, va venir fonder un petit village au-dessus de l'eau. Olonna en gaulois, d'où le nom du village d'Olonne. On construit donc un petit village à Olonne, mais aussi un port antique sur une rivière, la rivière Salée, conduisant vers la mer. Et grâce à ce petit port, nos Gallo-Romains vont pouvoir faire circuler la richesse de la région, l'or blanc, le sel, avec ces marais salants dont certains sont parvenus jusqu'à nous. Regardez, ils sont magnifiques. Et cette histoire de l'or blanc, cette histoire du sel au sable d'Olonne, elle est magnifiquement racontée sur le site historique des Salines, où je me trouve. Le sel qui va faire la fortune des sables d'Olonne. Et il était là, le port antique d'Olonna, au niveau du lieu-dit de La Roulière, en face de moi. Mais bon, ne le cherchez pas aujourd'hui, ce port antique, il a complètement disparu. En revanche, il reste encore la rivière Salée, conduisant vers la mer et qui va faire la fortune des sables d'Olonne pour le commerce du sel. Cette rivière Salée, c'est vraiment le trait d'union, c'est vraiment la colonne vertébrale des sables d'Olonne. Ça, le sel, il est partout dans le pays des Olonnes. Regardez par exemple, le pont de la Salaire. Et ça me fait penser que salaire, le mot français salaire, ça vient du sel, justement. Parce que durant l'Antiquité, on pouvait parfois payer les soldats des légions romaines avec du sel. L'or blanc, qui va faire la fortune des sables d'Olonne. Vend des vélos, ça rapporte aussi. Le commerce du sel se développe donc à Olonne, mais ça ne va pas durer. Et l'Empire romain va finir par s'effondrer devant des envahisseurs germaniques, en particulier les Francs, qui petit à petit vont s'imposer sur tous les autres, notamment en se faisant chrétiens, pour pouvoir justifier leur légitimité et leur autorité sans avoir à se friter avec tout le monde. Et pour moi, le symbole de ce nouveau lien fondamental entre le nouveau royaume des Francs et l'Église, il est ici, derrière moi, avec cette église Notre-Dame, dont la forme assez primitive, rectangulaire, rappelle les tout premiers édifices chrétiens de la fin de l'Antiquité. La Gaule romaine devient le royaume des Francs et l'Empire romain va devenir l'Empire carolingien. Mais là encore, de nouveaux envahisseurs vont venir semer la terreur pendant près de 2 siècles. Les hommes du Nord, j'ai nommé les Vikings. Et le souvenir terrible des Vikings, il est encore bien présent sur le territoire des sables, si on cherche bien, comme ici derrière moi.
devant l'ancien prieuré Saint-Nicolas à Brême. Regardez le tympan de cette église, très vieille, hein. Elle date du Xe siècle, donc c'est contemporain des Vikings. Et regardez toute cette mythologie dans la pierre. Vous voyez les décors, c'est pas tellement chrétien. En tout cas, le souvenir, l'impression, l'inspiration, elle est nordique. Regardez par exemple la femme avec les cheveux tressés comme ça, très longs, qu'elle tire, avec les yeux exorbités. C'est presque chamanique, elle est en transe. Ça, c'est vraiment l'évocation de Freya. On a aussi des dragons qui rappellent plus les dracars que les dragons de Saint-Michel ou de Saint-Georges. Non, vraiment, là, on est dans la culture nordique, viking, qui donc ont laissé une empreinte en plus au centre. Figure Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas, c'est le saint patron des navigateurs. Comme les Vikings, il protégeait les gens de mer qui partaient en mer, parce qu'un jour, Saint-Nicolas, il a échappé à un naufrage. Bref, c'est devenu le saint patron des marins et des navigateurs. Et Saint-Nicolas, comme par hasard, il est très présent, là où les Vikings, eux aussi, étaient présents en Méditerranée, mais aussi dans le nord, hein, du côté du Rhin, du côté de l'Allemagne, de la Scandinavie et du littoral vendéen. Il y a plein de Saint-Nicolas partout, et comme par hasard, c'est là où étaient les Vikings. Saint-Nicolas de Brême. Oui, les Vikings, ils ont laissé une sacrée empreinte en Vendée. D'ailleurs, ils ont oublié un de leurs dracars en repartant. Enfin, un de leurs knöll, longship, c'est comme ça qu'on disait. Non, je plaisante. Ça, c'est une reconstitution faite par leurs descendants, l'association Les Dracars de Vendée, qui ont reconstitué un longship du 9e siècle. Il s'appelle Olaf, il est très gentil. L'empire de Charlemagne finira par s'effondrer lui aussi, et ce sont alors des petits seigneurs locaux, des petits barons, qui vont tenter de résister comme ils le peuvent. Donc nos seigneurs d'Olonne vont se faire construire un château pour tenter de se protéger, et ce sera le château d'Olonne, dont le nom est resté. En revanche, le château, lui, le cherchait plus parce qu'il a disparu, il a été remplacé par l'église, ici derrière moi. Mais si on prend un peu de hauteur, on devine encore la motte castrale. Il faudra attendre les environs de l'an 1000 pour que de plus gros seigneurs, les comtes de Poitiers, ducs d'Aquitaine, ne resécurisent véritablement la région en construisant dans le coin deux forteresses. Une du côté de La Roche-sur-Yon et l'autre, ici, du côté de Talmont-Saint-Hilaire, tout près des Sables d'Olonne. Les comtes de Poitiers, ducs d'Aquitaine, confieront alors ces forteresses à des fidèles qui deviendront seigneurs de La Roche-sur-Yon et seigneurs de Talmont-Saint-Hilaire. Et les vestiges de cette forteresse de Talmont-Saint-Hilaire, millénaire, eh bien ils sont parvenus jusqu'à nous, ici, derrière moi. Ils sont grandioses. Et attention, hein, Talmont-Saint-Hilaire, c'est pas de la quiche. Regardez, les armes d'Aliénor d'Aquitaine, Richard Cœur de Lion, qui était prince de Talmont. Non, non, c'était très prestigieux ici. Eh, vous avez vu? Originalité. Dans le château de Talmont-Saint-Hilaire, la porte d'entrée, regardez le portail. Vous n'avez pas remarqué? Il est coudé. Et ça, c'est les croisés, notamment Richard Cœur de Lion, qui a remarqué ça pendant les croisades avec les Sarrasins. Leurs forteresses, elles étaient comme ça, coudées. Donc, avec le bélier, quand t'enfonçais la porte d'entrée, tu vois, t'enfonçais la porte, et ben tu te retrouvais coincé. Et après, t'as plus d'élan pour enfoncer l'autre porte. Pas bête, hein? Ça nous vient des Sarrasins. Bon moyen de défense.
Et de là, si vous avez une bonne vue, on voit jusqu'au sable. Y monter la garde. Et t'imagines, si à un moment t'as un besoin pressant, monter toutes ces marches, pas de problème, on a tout prévu au Moyen-Âge. Latrine du XIIIe siècle. Hop. Tu peux t'installer sur ton trône, on disait un retrait à l'époque, tout en montant la garde, tu vois. Oh purée, des angliches. Je me réserve pour la suite. Ils vont le prendre dans le casque. Alors, il y avait aussi un port, à Talmont, au pied du château, là où je me trouve, avec notamment un canal central qui rejoignait la mer. Et ce canal central, il était à l'emplacement des bâtiments flambant neufs de Vendée, Grand Littoral. Mais avec le temps, eh bien, ce port de Talmont, il s'est envasé, tout comme le port antique d'Olonne d'ailleurs. Du coup, le nouveau seigneur de Talmont, qui était aussi sénéchal du Poitou, il s'appelait Savary-de-Mauléon, eh bien, il va décider de la construction d'un nouveau port dans la région, et ce sera dans le Havre d'Olonne, mais plus au sud, sur le site des Sables. On est en 1218 et c'est un petit peu l'acte de naissance des Sables d'Olonne. Là encore, pour protéger le nouveau port, un château, comme à Talmont-Saint-Hilaire, le château Gauthier que vous avez ici derrière moi. Mais je ne vous fais pas visiter parce que là, pour le moment, c'est en travaux. Ce sera bientôt prêt. En revanche, quand j'ai parlé tout à l'heure de Savary-de-Mauléon, vous avez bien entendu que je l'ai qualifié de sénéchal du Poitou et non pas comte de Poitiers. Et ça a son importance. Vous qui connaissez l'histoire, vous le savez aussi bien que moi. Sénéchal du Poitou, ça veut dire qu'il était représentant du roi de France dans le Poitou. C'était son principal ministre. Parce qu'à l'époque, eh bien, le Bas-Poitou n'appartenait plus aux Plantagenets, Richard Cœur de Lion, Aliénor d'Aquitaine, c'était fini, mais au roi de France. Protégé par le château Gauthier, un petit bourg va pouvoir se développer autour du nouveau port des Sables d'Olonne, en particulier dans le quartier de la Chaume. Un petit bourg avec son église, le prieuré Saint-Nicolas. Avec son nouveau port, le commerce repart de plus belle aux Sables d'Olonne, le commerce du sel évidemment, mais aussi du vin, de la vigne, cultivée elle aussi depuis les Romains et développée à présent par les moines des nombreuses abbayes de la région, comme les moines de l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier que vous avez ici derrière moi. Malheureusement, la guerre de 100 ans va un petit peu freiner le développement des Sables d'Olonne à cause de cette guerre entre les Anglais et les Français qui vont ravager le royaume pendant plus d'un siècle. Faut dire que les Anglais, ils revendiquaient le Poitou, la Guyenne et même la couronne de France au nom du vieil héritage plantagenet. Ça va donc se friter dur pendant plus d'un siècle et en plus, comme les Anglais, ils avaient la maîtrise des mers, eh bien, ils vont particulièrement ravager le littoral et les ports, dont le port des Sables d'Olonne. On a un texte, par exemple, de 1390, où les habitants du quartier de la Chaume y demandent une exemption de taxes parce qu'ils ont été pillés par des navires anglais. Donc, ils n'avaient pas les moyens de payer leurs taxes au roi de France. Et oui, mesdames et messieurs,
la fière tour d'Arundel du château Gauthier, que vous avez ici derrière moi, en travaux, n'a pas pu protéger les Sablais de tous les malheurs, en particulier pendant la guerre de Cent Ans. Finalement, c'est la France qui va gagner la guerre de Cent Ans, mais il va falloir complètement reconstruire et réorganiser le pays. Et c'est à cette époque que le roi de France Louis XI va décider de définitivement séparer les Sables d'Olonne, le port, de sa maman, Olonne, pour faire du port des Sables d'Olonne le premier port du royaume. On va donc renforcer les défenses de la ville, en particulier celles tournées du côté de la mer. On va donc ériger sur la dune un mur qui, au fil des siècles, devant les assauts de la mer, devra être renforcé, remblayé, d'où le nom de Remblai, qui aujourd'hui est devenu une magnifique promenade. À l'époque moderne, le port des Sables d'Olonne devient donc un port très important et même le premier port de pêche à la morue du royaume. La morue pêchée tout là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, sur les bancs de Terre-Neuve. On a donc un bourg très important qui se développe de part et d'autre du chenal, de son port, dans le quartier de la Chaume, mais aussi ici, dans le quartier du Passage. Symbole de cette opulence, de ce développement, de cette richesse, une nouvelle église et même une nouvelle paroisse autorisée par le cardinal de Richelieu en personne, avec la création de l'église Notre-Dame de Bonport que vous avez ici derrière moi. Il faut dire qu'à l'époque, milieu du XVIIe siècle, on était en pleine contre-réforme. Il fallait lutter contre les protestants, notamment majoritaires, en face, du côté de la Chaume. Et là encore, si le port des Sables d'Olonne est devenu le premier port de pêche à la morue du royaume de France au XVIIe siècle, c'est grâce au sel. Oui, bien sûr, il y avait déjà de très bons navigateurs au Sable. Il y avait aussi de très bons armateurs, des maîtres de navires, comme André Servanteau, dont le logis est ici, derrière moi, avec sa sublime tour qui donnait sur le port. Mais donc, c'est aussi grâce au sel. Parce que comme depuis toujours, il y a du sel, ici, au Sable d'Olonne, eh bien, il y avait suffisamment de sel pour armer 2 expéditions par an. Ils pouvaient y aller 2 fois au Canada, parce que le sel était indispensable pour saler et conserver le poisson, alors que par exemple à Bayonne ou à Saint-Malo, il n'y avait pas de sel à disposition en permanence, donc ils pouvaient y aller qu'une fois, alors qu'ici au Sable, on y allait 2 fois, à jamais les premiers. La pêche à la morue. Et ils ramenaient pas que du poisson du Canada, les marins des Sables d'Olonne, ils ramenaient aussi des pierres de lest, pour lester les navires, pour le voyage de retour, pour pas qu'ils chavirent. Et ça, je peux vous dire que dans le quartier de la Chaume, il y a plein de murs en pierre de lest, comme ici, rue du Villebrequin. À la Révolution, le port des Sables d'Olonne va rester républicain pendant les terribles guerres de Vendée, cette guerre civile qui fera plusieurs centaines de milliers de morts. Il faut dire que comme c'était un port, il fallait à tout prix qu'il ne tombe pas entre les mains des insurgés, les Blancs, pour qu'ils puissent recevoir de l'aide venue de l'extérieur, en particulier d'Angleterre. Voilà pourquoi il y aura des Bleus partout ici, pendant la Révolution. Tiens, derrière moi, l'ancien tribunal révolutionnaire dans un logis d'armateurs réquisitionné.
Les Sables d'Olonne, à l'époque contemporaine, c'est toujours un port de pêche très important, mais il va y avoir une révolution. Et oui, parce qu'après la perte du Canada par Louis XV au XVIIIe siècle, la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve, ça va être un peu compromis. Et donc, nos pêcheurs des Sables d'Olonne vont devoir se reconvertir. Et après la pêche à la morue, place à la pêche au thon et à la pêche à la sardine. Mais place surtout à la révolution industrielle. Avec la révolution industrielle, le port des Sables d'Olonne va s'industrialiser, lui aussi. Le petit port de pêche va se doubler d'un port industriel sur l'île de la Cabaude, où chantiers navals et entrepôts vont se multiplier. Et attention, ce port de commerce, il est toujours très actif aujourd'hui, avec des vestiges emblématiques comme ces silos qui datent de 1937. Ah, une rue à toute berzingue. Les sables à l'époque contemporaine, c'est aussi l'arrivée des touristes qui viennent profiter de la mer, du soleil, du bon air et qui se font construire des villas sur le remblai ou quand la dune devient la plage. Et là, je peux vous dire qu'avec les touristes, les Sablais, ils vont pas passer à côté de l'aubaine. C'est même eux qui vont inventer le principe du Airbnb. Non, je déconne pas, hein. Vous savez, donc l'été, quand il y avait les touristes, eh ben, les Sablais, ils louaient leur maison. Voilà, pour les touristes, hein, pour les juilletistes, pour les Haussiens. Bienvenue chez nous. Et nous, pendant ce temps-là, eh ben, on va aller loger à côté. Voilà. On se met pas loin, si vous avez un problème avec le Wi-Fi, au sous-sol. Voilà pourquoi il y a beaucoup de maisons aux Sables d'Olonne, en particulier dans le quartier historique du Passage. Eh bien, vous avez une double entrée pour les touristes et pour les proprios l'été. Double entrée. Double entrée. Double entrée. Les Sables d'Olonne aujourd'hui, c'est une des plus belles stations balnéaires de l'Atlantique. Et qu'est-ce que je dis station balnéaire? C'est une ville, les Sables d'Olonne, avec 50 000 habitants. Il n'y a pas de volet clos aux Sables d'Olonne. On n'est jamais hors saison aux Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, c'est une ville au bord de la mer pour le plus grand bonheur des Sablais, mais aussi donc des touristes, des baigneurs, des vacanciers et des plaisanciers. Donc en toute logique, un troisième port va se développer aux Sables d'Olonne, après le port de pêche artisanal, après le port de commerce industriel. Voici le port de plaisance, Port Olona, créé derrière le port de commerce dans les années 70. Et attention les enfants, Port Olona, c'est pas de la quiche, hein. Enfin, c'est pas de la gâche, on est en Vendée. C'est pas qu'un port de plaisance pour des marins en goguette à la Laurent Deutsch en Dockside. Non, 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 c'est une institution. Déjà à Port Olona, il y a une école des pêches et des métiers de la mer, où on apprend notamment la solidarité maritime, une des valeurs cardinales aux Sables d'Olonne, la solidarité des marins. Mais aussi, c'est ici, à Port Olona, que se déroule le point de départ de l'Everest des mers, du Top Gun des aventures maritimes, le Vendée Globe. Il vend des globos en italien, et vend des globos en espagnol, il vend des cloupes en allemand. Oui, c'est compliqué, ça c'est hongrois, c'est pour ça qu'il n'y a eu qu'un concurrent, je crois. Le Vendée Globe.
Eh oui, qui n'a jamais rêvé de larguer les amarres et de partir en mer avec ces aventuriers des temps modernes, les marins du Vendée Globe, Titouan Lamazou, Michel Desjoyaux, François Gabard, Armel Lecléache, des marinières aussi, Hélène MacArthur, Violette d'Orange, des Sablés aussi, Sébastien Simon, Benjamin Dutreux, des copains aussi, Éric Bellion, Guirec Soudé, les nouveaux Ulysse. Ça fait un petit quelque chose, hein? Voilà. Attends. Oh putain, mais c'est Laurent ça, Léo. Eh Oh, Oh Guirec! ouais, Laurent, ça va? Et toi? Ouais, super. Mais qu'est-ce que tu fais ici en fait? Bah, on est au Sable d'Olonne. Bah oui, on est Alors, à Vendée Globe, quoi. Ouais, bah évidemment. Je suis prêt, je suis prêt. Vendée Globe, c'est pour les navigateurs quoi. C'est ça? Ouais. Et bah, j'aimerais bien être navigateur. Alors, si t'es d'accord, je pars avec toi. Et, tu m'expliques tous les trucs. Et moi, j'aide, hein, j'aide vachement. J'aide, je veux tout faire. Je suis hyper compétent. Ouais. J'ai potassé, gaillard d'avant, château arrière. Ok, non, mais attends, Laurent. Ouais. Ouais, non, justement, je pense que t'as pas la carrure, t'as pas le mental pour. Ah bon? Ok, donc Non, mais je suis pas sûr que ça le fasse quoi, honnêtement. Enfin, On peut y aller progressivement, crescendo. Je commence un petit peu gentiment, je t'apporte des cafés, le mousse, je fais le petit mousse, j'écope, je vais la bicher, je vais tout policher, je vais la briquer, tu vas pas la reconnaître, Attends, elle va être rutilante. Un truc important, est-ce que tu sais pondre, toi? Pondre. Pondre des œufs quoi. Ah bah, je suis pas une poule, mais. Ah, si, tu vois, dommage. Tu Est-ce vois, que si t'avais su pondre, là je t'aurais embarqué mon vieux. Eh ouais. Ah bon? Attends. Ah puis Ça vient pas. Ça vient pas. J'essaye. Ça vient pas. Ça vient pas. Non. Écoute. C'est con, je suis passé à un œuf du truc quoi. Ouais, c'était vraiment pas loin. passé Mais loin. je vais t'emmener faire un petit tour quand même, mais pour ça il faut que je t'équipe. Tu vois? Parce que tout ça c'est pas très Non, étanche. j'ai pas froid. T'as pas froid? Ah non, je veux pas commencer à t'imposer des trucs et tout. Je suis pas relou. Moi, tu vois comme moi, tu me prends tel que je suis. Ouais. Je vais pas. T'es pas relou, mais l'idée de partir en solitaire, c'est d'être au calme. Et t'as quand même un sacré bon débit, ok? Oui. Donc voilà, donc là tu vas arrêter de parler et je vais te filer des affaires, ok? Tiens, hop, Ok. une salopette, une veste de cap, Ok. des bottes, Ok. ok? Il y a une cabine? Il n'y a pas de cabine, toi tu fais ça ici sur le ponton. Ah. Et après tu viens. On va se connaître quoi. C'est la solidarité maritime. Ok, c'est parti. J'arrive. Ok, hop, on va fermer ça, hop. Là, nickel. J'arrive pas trop à parler. Ouais, c'est l'idée, t'inquiète. Eh bien, tu vas aller à l'avant, tu vas au niveau des TJ3, on va envoyer la trinquette, là on va être tribord à mur, pré-serré. Donc c'est maintenant que ça se passe. Et puis, tu sais quoi? Je vais t'appeler Monique, toi.